C'est l'un des événements les plus marquants de l'Olympique de Marseille. Le samedi 30 janvier 2021, près de 300 supporters prennent d'assaut la commanderie. Une action coup de poing avec un but, faire tomber Jacques-Henri Hérault, le président du club. Au centre d'entraînement, c'est le chaos, des fumigènes pleuvent, le PC sécurité s'embrase, un cyprès brûle et les supporters prennent à partie les joueurs et le staff. La désormais célèbre révolution des cyprès marque un tournant dans l'histoire de l'OM. Un mois plus tard, une nouvelle ère commence, un nouveau personnage accède au pouvoir. Bienvenue dans la première saison de Commanderie, une plongée inédite dans les coulisses de l'Olympique de Marseille. Un podcast original, La Provence. Épisode 1, la révolution des cyprès. Samedi 30 janvier 2021, l'Olympique de Marseille, 6e, reçoit à 21h le Stade Rennais, 5e du classement. Mais en ce jour de match, l'enjeu sportif est totalement éclipsé par l'affront des supporters contre le président du club Jacques-Henri Hérault, en poste maintenant depuis 4 ans. Le matin de la rencontre, une scène hallucinante se produit. Des dizaines de banderoles appelant à sa démission recouvrent les ponts aux 4 coins de la ville. En voici 4 d'entre elles. Hérault, Marseille te déteste. Hérault, casse-toi. Jacques-Henri Hérault, Marseille te vomit. L'OM, c'est pas Disney. Les banderoles, en fait, c'est une action symbolique, drôle, et insultante aussi pour certaines. Alexandre Jacquin est journaliste à la Provence, chef du service des sports. Mais il y en avait quelques-unes de drôles. Il y avait notamment des références au passé de Jacques-Henri Hérault sur son poste de directeur de la communication d'Euro Disney. Donc il y avait des références à Mickey avec des jeux de mots avec Mickey. Il y a pas mal de banderoles aux 4 coins de la ville. Il y a Thauvin et Payet sont aussi visés sans que ce soit bien virulent. Mais c'est surtout Jacques-Henri Hérault, c'est surtout ces références à Disney qui sont assez marrantes entre guillemets ce matin-là. Avec ces banderoles, la colère des supporters contre la direction de l'OM s'affiche en grand dans les rues de la ville. Une tension maximale à cause de la possible suppression des groupes de supporters. Les groupes de supporters pensent que l'objectif ultime de Jacques-Henri Hérault, c'est de les supprimer et d'appliquer un plan Leproux, un plan comme ce qui avait été fait au PSG à l'époque, et de supprimer toutes les associations de supporters des virages pour reprendre totalement la main. Ce qui est en grande partie vrai. Il y a déjà eu des manifestations devant le stade à un moment où il n'y a pas de supporters. C'est-à-dire que les gens, il y a des petits groupes qui sont venus devant le stade avant les matchs pour manifester avec des banderoles. Il y en a même une fois, ils sont arrivés cagoulés avec une grosse banderole JHE casse-toi. L'idée, c'est que les rapports se sont vraiment tendus depuis à peu près un an et demi. Des banderoles, des supporters en colère. À quelques heures du coup d'envoi du match contre Rennes, le contexte autour de l'OM est explosif. À la rédaction des sports de la Provence, Alexandre Jacquin est informé d'une possible autre action d'ampleur contre la direction de l'OM. Et on commence à recevoir des SMS, des messages privés sur les réseaux sociaux, des messages WhatsApp qui nous font comprendre que ça va péter. On ne savait pas à quel endroit ils allaient se regrouper, ni à quelle heure ils allaient le faire. Le major Philippe est en charge de la sécurité autour de l'OM à la préfecture de police. On savait qu'ils pouvaient exprimer leur mécontentement, et on le savait parce que les événements sportifs, notamment les matchs, on les prépare. On les prépare en termes de sécurisation de l'événement. Donc en amont, on organise une ou plusieurs réunions en préfecture de police, c'est le préfet de police qui organise ces réunions. À l'occasion de ces réunions, on savait que les supporters marseillais pouvaient avoir des velléités d'exprimer leur mécontentement envers la direction de l'OM pour la politique qu'ils menait. On se dit qu'il va se passer sans doute quelque chose le soir au stade, devant le stade, parce que les supporters n'ont pas accès vu que c'est à huis clos sanitaire. Mais on prend conscience du fait que ce samedi 30 janvier va quand même marquer un tournant dans l'histoire de Jacques-Henri Hérault à l'OM. Midi. Attendu juste avant le match du soir,
les événements contre la direction de l'OM se précipitent dès la mi-journée. Près de 300 supporters se retrouvent à proximité du centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus. Nous avons recueilli le témoignage de l'un d'entre eux. Pour des raisons d'anonymat, nous avons fait rejouer ses propos par un journaliste de la rédaction. Concrètement, on a rendez-vous à midi au stade des Cailloles. Et il y a 2 groupes en fait. Un groupe qui a rendez-vous au stade des Cailloles et l'autre qui a rendez-vous à l'hôpital psychiatrique qui est juste un peu plus bas. Puis du coup, on fait un petit apéro entre nous comme ça en attendant 14h. C'est l'heure prévue à laquelle on va partir. Et on est à peu près une centaine. Et là, l'état d'esprit, c'est que on va essayer de montrer notre mécontentement envers Hérault. C'est le seul objectif, c'est d'atteindre Hérault. Plus on apprend de notre côté qu'il est en train de mener des trucs pour dissoudre les groupes de supporters, tout ça. Donc là, nous, le principal objectif à ce moment-là, c'est qu'on va essayer de montrer notre mécontentement et d'atteindre Hérault. 14h30. Des paroles aux actes, des ressentiments aux chants de protestation, réunis en cortège, les supporters prennent alors la direction de la commanderie. Ça chante, c'est surtout des chants hostiles envers la direction et envers l'OM. Mouille le maillot, héros d'émission, ça revient avec insistance. Mais très rapidement, le ton change et la tension monte d'un cran. À partir du moment où les 2 groupes se rejoignent, je prends conscience que ça commence à monter d'un cran en fait. Je vois un groupe qui a à peu près des sacs à dos, avec une centaine de fumigènes. Déjà, c'est pas dans l'optique dans laquelle moi j'étais venu au départ. Et je comprends vite que je me retrouve dans un truc où potentiellement ça va être chaud quoi. Ça bascule. Alors effectivement, quand ils commencent à mettre leur cagoule, on peut se poser des questions sur l'aspect pacifique du rassemblement. Mais à partir du moment, s'ils avaient simplement craqué des fumigènes, on va dire de manière festive, comme ils le font par ailleurs, ok, même si ça peut être dangereux, ça peut rester festif ou revendicatif, mais bon, voilà. Mais quand ces fumigènes commencent à être jetés, lancés, on est loin du rassemblement pacifique. C'est plus la même chose. Ça se passe très vite parce qu'en fait les pas s'accélèrent. Entre le début du chemin de la commanderie et l'arrivée aux grilles, on n'a pas le temps de discuter en fait, parce que tout le monde chante, tout le monde n'a qu'un seul objectif, encore une fois, c'est d'aller devant les grilles. Et après on se retrouve devant les grilles et voilà, ça fait moulon, c'est là que ça commence, on l'a vu, ça chante de plus en plus, on l'a vu très très vite quoi. Arrivé devant les grilles de la commanderie, le supporter s'étonne du nombre de policiers sur place. Près de 300 supporters d'un côté, une dizaine de policiers de l'autre, devant le siège de l'OM. Le rapport de force est totalement déséquilibré. C'est pas possible d'arriver devant la commanderie, de se retrouver avec 4 policiers en face de nous. Je comprends qu'il y a quelque chose. Il y a 2 niveaux de sécurité. Il y a de la sécurité privée, comme tous les jours à la commanderie, ça incombe au club de l'Olympique de Marseille. Et en termes de service de police, donc vu qu'on savait qu'il pouvait y avoir un rassemblement mais qui devait être pacifique, donc il y avait un dispositif avec une présence policière en tenue aux abords de la commanderie, au moins une dizaine, plus ce qu'on appelle nous des patrouilles dynamiques, c'est-à-dire des patrouilles de police qui tournaient autour du complexe pour justement essayer, le cas échéant, de détecter un rassemblement de supporters et qu'on ait le renseignement. La réalité, c'est que je pense que ça a été totalement sous-dimensionné et que la préfecture de police dans cette affaire-là n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Laurent d'Ancona est journaliste à la Provence, chef du service police-justice. Moi, j'ai vu des manifestations de la CGT où pour 300 manifestants, il y a 4 quarts de CRS devant la préfecture. Et évidemment, il ne se passe rien. 14h35. Désormais positionnés devant les grilles de la commanderie, les supporters passent aussitôt à l'action. Sans sommation, un petit groupe lance dès son arrivée une première fusée de détresse dans l'enceinte même du centre d'entraînement. T'as une soixantaine de mecs qui prennent des fumigènes entre les 2 mains, quoi. Et là, ça commence à une pluie de fumigènes. Vraiment, c'est une pluie de fumigènes qui arrive derrière les grilles de la commanderie. En fait, au niveau du PC sécurité. Et vraiment, ce qui est surprenant à ce moment-là, c'est que je comprends pas de suite, moi, mais c'est qu'on se retrouve face à
3-4 policiers, disons, pas plus. Et moi, personnellement, je comprends très vite que les fumis, c'est pas pour les ajouter devant la grille. Comme je pouvais l'imaginer. Non, c'est pour les lancer, et c'est là qu'on comprend en fait que ça prend une autre tournure. Une pluie de projectiles et de fumigènes s'abat sur l'entrée de la commanderie, c'est-à-dire au-dessus du portail, vole des fumigènes et un cyprès brûle. On a le directeur de la sécurité, le grand directeur de la sécurité de l'OM, Thierry Aldebert, qui est au milieu des fumigènes et qui s'en prend. Hugo Vrard aussi, qui est le directeur général délégué au business. À l'origine, avec Jacques-Henri Hérault, des conflits récents avec des supporters, et là aussi est obligé de fuir et de se rapatrier, de retourner à l'intérieur des bâtiments. Un épais nuage de fumée entoure désormais l'entrée du centre d'entraînement. Dans le chaos, dans la confusion la plus totale, plusieurs supporters jettent des barrières de sécurité sur les grilles de la commanderie. Face aux supporters, les forces de police ripostent et lancent des grenades de désencerclement et des lacrymogènes. 5 minutes à peine après l'arrivée des supporters devant le centre d'entraînement, la situation est sur le point de basculer. Tout le monde s'approche du portail et commence à le secouer dans tous les sens. Là, il y a même quelques mecs qui s'attaquent à la grille sur le côté. C'est la petite grille sur le côté pour les piétons, et à ce moment-là, on sent qu'elle peut céder, celle-là. Et puis à un moment, cette porte cède. Je vois en face de moi une policière, mais il en restait plus qu'une. Ils étaient tous remontés. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle va faire ? La tension, elle est montée d'un cran et elle se retrouve seule, quoi. Elle est partie et heureusement, personne n'était allé la frapper. Bon, que ce soit les personnes du PC sécurité ou les stagiaires, personne n'a été chahuté, personne n'a été attaqué, parce que c'était pas ça le but. Encore une fois, le seul objectif de la mobilisation, c'était d'aller choper Hérault, quoi. 14h40. Avec l'ouverture du portillon, une brèche se crée, mais les forces de l'ordre repoussent les manifestants. Ce n'est que partie remise. Dans la foulée, les supporters cherchent d'autres entrées. Et il y a un groupe qui part sur la gauche et qui monte sur le parking, qui surplombe cet endroit-là. Et il y a un groupe qui part sur la droite et qui traverse le champ qui est à côté de l'abbaye. Désormais envahie de supporters, la commanderie est une poudrière à ciel ouvert. Dans la cohue, l'objectif reste le même, trouver Jacques-Henri Hérault. Nous, en tant que journalistes, à ce moment-là, on n'a jamais réussi à savoir s'il était vraiment là ou pas dans son bureau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas dans le bâtiment sportif avec les joueurs, avec Pablo Longoria, avec André Villas-Boas. 14h45. 10 minutes après l'intrusion à la commanderie, les supporters se précipitent vers le bâtiment sportif, là où se trouvent les joueurs, le staff et les dirigeants. Le premier qui vient à leur contact, c'est Alexandre Netton, qui est l'un des responsables de la sécurité de l'OM, et qui, lui, par contre, est celui qui se prend le coup le plus violent, quoi. Il se prend une je ne vais pas dire si c'est une gifle ou une droite, mais enfin, il se fait frapper par un supporter masqué. Malgré l'ambiance hostile, plusieurs membres du club vont à la rencontre des supporters, à commencer par l'entraîneur, rapidement suivi d'un premier joueur. Au départ, il n'y a que l'entraîneur Villas-Boas qui est interpellé par des supporters, mais à aucun moment il est menacé. Donc il est mis sur le côté. Et puis dans un second temps, il y a Alvaro qui sort, qui n'est pas du tout non plus chahuté. Puis il y a Mandanda qui descend. Mandanda, on sait qu'il n'est pas trop dans la fronde. Il n'a jamais été trop dans la fronde. On sait que ça ne servira à rien. Là, on ne discute plus. Je savais qu'on ne s'en prendrait pas aux joueurs. Les joueurs, l'entraîneur, c'est pas ça l'objectif. Même s'ils ont un peu une part de responsabilité quelque part, non, l'objectif du moment, le seul but, c'était de sortir Hérault. Sur place, la scène est confuse, au risque même de déraper. Car en contrebas, d'autres supporters rejoignent les premiers arrivés sur place, des projectiles sont lancés, le défenseur espagnol Álvaro González est touché. Dans la précipitation, les joueurs et les membres du staff sont mis en sécurité à l'intérieur du bâtiment sportif. Certains supporters profitent de la situation pour pénétrer eux aussi dans le bâtiment. Il y a une dizaine de mecs qui arrivent à rentrer dans le bâtiment pour aller chercher Hérault, mais ils le trouvent pas.
Il y en a certains qui se disent, qui profitent de l'aubaine, entre guillemets, pour se dire, je vais quand même ramener quelques petits souvenirs chez moi et je vais en profiter pour voler 2-3 petites choses, quoi, des chaussures, des petits équipements sportifs qui traînent par là, qui vont pouvoir peut-être être revendus plus tard sur le Bon Coin. Ou voilà, il y a beaucoup de vols qui sont perpétrés. C'est pas un pillage non plus, mais il y en a qui profitent de la situation pour faire du business. 14h54. 20 minutes après le début des incidents, les premiers renforts de police arrivent à la commanderie. Pour les supporters, c'est le signal de quitter les lieux. Là, on voit arriver en contrebas une dizaine de flics qui remontent du grillage. Donc là, on comprend vite qu'on va être encerclé, en fait. On redescend de la passerelle pour les faire reculer, ce qu'on arrive à faire. On remonte dans un second temps encore sur la passerelle. Pourquoi ? Pour essayer de le trouver. Je pense qu'il y a une part de discernement qui s'en va, là. On n'est plus trop lucide. Moi, là-bas, je suis pas un hooligan. Par contre, c'est mon club. Et tu ne me l'enlèveras pas et tu ne me le prendras pas, mon club. On ne veut pas qu'il se passe à Marseille ce qui s'est passé à Paris, en fait, il y a quelques années, où ils ont dissous les groupes de supporters. Et après, là, tu as les gars qui nous disent « Attention, il y a les flics qui arrivent de partout ». Et c'est les collègues par téléphone qui nous disent ça. Et puis voilà, on se barre. À la vue des effectifs, les manifestants se sont très très rapidement dispersés, ont très rapidement quitté les lieux. Un petit peu comme une volée de moineaux, hein. Ils sont vraiment éclatés pour partir. 15h03. Après 30 minutes de chaos et de confusion, tous les supporters ont désormais quitté le centre d'entraînement. Devant les grilles de la commanderie, certains tentent d'échapper aux policiers venus en renfort. Sur site ou aux abords immédiats du site, on a interpellé 19 personnes. Le major Philippe est en charge de la sécurité autour de l'OM. Il y a quand même eu 7 policiers qui ont été blessés. C'est pas des blessures graves, mais c'est des contusions, c'est des jets de fumigène. C'est bon. À ma connaissance, aucun joueur ni aucun personnel du staff n'a été blessé ou agressé physiquement. Il y a eu des véhicules de police dégradés, des véhicules particuliers. Le bus de l'OM a fait l'objet de jets de projectiles, mais je ne sais pas s'il a subi des dégâts. Plus après, le poste de sécurité, du matériel, divers matériels, diverses dégradations. Et n'oublions pas le cyprès qui reste quand même un symbole de cette journée, c'est vrai. Au terme de cette prise de la commanderie, le bilan matériel est lourd, l'image pour le club désastreuse, les joueurs, le staff sont en état de choc et à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre contre le Stade Rennais, le club demande le report du match. Et à 18h, l'annonce est officielle, le match du soir est reporté. Le match donc OM Rennes est officiellement reporté à une date ultérieure vu la gravité des événements, le temps que la sérénité revienne. Dans la foulée, à 20h, l'OM diffuse un communiqué et condamne sans ambiguïté, nous citons, l'inacceptable attaque et un déchaînement de violence injustifiable. Le lendemain, le dimanche 31 janvier, le propriétaire du club, l'américain Frank McCourt, compare les événements à l'assaut du Capitole survenu 3 semaines plus tôt. L'OM fait tout de suite un communiqué pour faire part de sa stupeur. Très vite, Frank McCourt compare l'attaque de la commanderie au siège du Capitole à Washington. Ils sont désemparés, mais Jacques-Henri Hérault, hors sol, ne se dit pas que c'était lui qui était visé. Alors que tout le monde autour de lui dit « Mais attention, Jacques-Henri, c'était pas spécialement André Villas-Boas et les joueurs qui étaient visés. Ils en ont contre toi. Ils en ont contre ta politique, ta stratégie, et maintenant ils veulent vraiment ton départ. » Lui, il n'a pas vu venir... Il sait qu'il était contesté, mais il se dit pas que ça peut être le début de sa fin, parce qu'il pense toujours être soutenu par Frank McCourt. Pour ne rien arranger, le 2 février, au cœur de cette période trouble, l'entraîneur portugais André Villas-Boas démissionne. Le 25 février, un mois à peine après la désormais célèbre révolution des cyprès, 14 supporters comparaissent devant le tribunal correctionnel de Marseille. Et là, on a 14 personnes dans une ambiance assez surréaliste qui sont alignées les uns à côté des autres, avec des familles derrière eux, des groupes de supporters autour, et qui arrivent dans ce tribunal-là, dans une ambiance presque de stade, quoi. Laurent d'Ancona est journaliste à la Provence, chef du service police-justice.
on est entouré de supporters de l'OM qui, pour la plupart, comprennent pas exactement ce qu'ils font là. Eux estiment, alors ils vont pas le dire comme ça parce qu'ils comprennent vite que la différence entre un stade et un procès, c'est qu'au stade on peut dire ce qu'on veut, mais dans un procès, si on dit ce qu'on veut, on est condamné. Donc ils vont pas dire ce qu'ils pensent. Mais on sent bien, en parlant un petit peu avec eux en amont, que eux, ils estiment avoir ça pour le bien du club. Ils estiment faire ça pour une cause plus grande qu'est l'OM, leur passion. Pour eux, ils ont fait ce qui a été appelé la révolution des cyprès. Pour eux, c'est un peu comme la révolution arabe, sauf que leur dictateur à eux, je dis bien à eux, c'est Jacques-Henri Hérault. Hasard du calendrier, au lendemain du procès où les supporters n'écopent que de peine avec sursis, l'OM publie un nouveau communiqué qui fait l'effet d'une bombe. Jacques-Henri Hérault est débarqué du poste de président et remplacé par son directeur sportif, Pablo Longoria. Quasi inconnu lors de son arrivée au club 6 mois plus tôt, le jeune Espagnol de 34 ans est propulsé à la tête de l'Olympique de Marseille. Chaque mercredi, retrouvez un épisode de Commanderie, une plongée inédite dans les coulisses de l'Olympique de Marseille. Un podcast à retrouver sur laprovence.com et sur toutes les plateformes d'écoute.